Vous êtes bien sur Smart Tech, le plateau de Smart Tech. Ici, on parle de numérique et d'innovation. Et maintenant, c'est l'heure de parler des crypto-monnaies avec un effondrement en bourse qu'on va décrypter tout de suite avec Faustine Fleuret, la présidente et directrice générale de l'ADAN. Bonjour Faustine. Bonjour Delphine. Alors, vous vouliez revenir sur cette affaire Terra, nous parler des suites en France et en Europe, mais on va déjà quand même rappeler l'actualité. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce stablecoin de Terra ? Alors, il faut peut-être rappeler d'abord ce qu'est donc un stablecoin. Contrairement à d'autres types de cryptoactifs, ce sont des cryptoactifs qui sont stables et qui ne sont pas volatiles et qui sont censés, et c'est là le problème, sont censés être stables, avoir une valeur constante dans le temps, donc en général indexée sur un dollar très très souvent, 99% des stablecoins, ou de l'euro ou une autre devise. Le problème qui s'est vu la semaine dernière sur l'UST, qui était un stablecoin indexé sur le dollar, c'est justement il a perdu sa valeur stable de 1 pour 1, donc en représentant une unité, 1 dollar. C'est ce qu'on appelle un DPEG. Donc cet UST, en fait, s'est effondré et a perdu sa valeur jusqu'à une poignée de centimes. Et comment c'est possible ? Comment c'est arrivé ? Alors, il y a eu plusieurs causes. Il y a eu un souci sur un protocole DeFi. On était déjà en bear market. Et en fait, il y a eu un cercle vicieux d'un moment où le stablecoin a perdu de sa valeur et où aucun mécanisme n'a permis et n'avait été en fait prévu pour que le protocole restaure et conserve la valeur. Alors, quelles conséquences peut avoir cette implosion, on va dire, de l'UST ? Est-ce que ça peut modifier le cadre réglementaire qui est en cours de construction, finalement ? Totalement. On est dans la phase finale, notamment sur le règlement MiCA, de la création de cette réglementation. Alors, ça ne va pas renverser la table des débats réglementaires, car le sujet stablecoin a déjà été identifié depuis très longtemps par les institutions européennes. Et donc, dans le cadre de ce règlement, il y a déjà un régime qui est prévu. En réalité, c'est plutôt à l'époque le projet... Il s'agit, c'est quoi, de sécuriser, en fait Alors, c'est de mettre des règles pour l'émission de stablecoin et ensuite les services qui pourront être fournis là-dessus. C'était au moment du projet Libra de Facebook que les institutions européennes, mais pas uniquement, en fait, les gouvernements, les banques centrales de par le monde ont eu peur de l'émergence de tels stablecoins d'importance systémique. Donc, c'est un sujet pas du tout nouveau pour les institutions européennes. Ensuite, on a un risque avec cette affaire d'amalgame, puisqu'on a différents types de stablecoins. Donc, l'UST est un stablecoin qui fonctionne de façon algorithmique et décentralisée, c'est ce qu'il prétendait être en tout cas. On est en train de faire une réglementation pour les stablecoins plutôt centralisée. Donc le risque de cette affaire, c'est de vouloir, à cause de l'actualité, étendre le cadre qu'on est en train de construire à ces stablecoins de type UST, alors que les règles ne seraient pas du tout adaptées. Donc il faut bien sûr y réfléchir, mais plutôt à long terme plutôt que de se précipiter. Et l'UST avait en lui-même en fait des défauts intrinsèques qu'il ne faut donc pas, et il ne faut donc pas mettre l'ensemble des stablecoins algorithmiques dans le même panier. C'est notre crainte aujourd'hui, c'est que dans le cadre de ces négociations, bien sûr, on veuille prendre à bras-le-corps cette affaire. Ensuite, il faut rappeler que c'était un projet étranger. Donc même une réglementation européenne, même la réglementation européenne, si elle avait été en place aujourd'hui, n'aurait pas permis en fait de prévenir ce problème-là. Ce qu'il nous faut, c'est au contraire d'avoir des projets européens sur lesquels on a cette réglementation qui aurait prise, qui permettrait d'encadrer et proposer aux utilisateurs ces stablecoins dans ce cadre encadré, plutôt que de les pousser vers des actifs qui ne le sont pas. Donc là, la vraie question, c'est s'assurer en fait de la protection des utilisateurs. Hein. Et vous dites aujourd'hui, si on se méprend sur l'analyse de ce qui se passe, on risque de passer à côté de cette protection. Est-ce que les entreprises, elles, du secteur, elles ressortent fragilisées quand même de cette crise ? Alors bien sûr, ça a été un événement, un tournant, un choc au sein de l'écosystème. C'est la première fois qu'un stablecoin d'ampleur a subi ce DPEG, donc cette perte de sa valeur stable. Donc bien sûr, il ne faut pas le minimiser. Il y a eu des chocs sur certains protocoles et ce qu'on attend, bien sûr, c'est que... C'est le risque d'effet domino, en fait. Hein, alors justement, ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu. On n'a pas vu de contagion sur les autres stablecoins, notamment les centralisés, mais aussi les autres algorithmiques. Donc un risque de contagion limité et des entreprises, notamment françaises, qui ont extrêmement bien réagi. On a fait le sondage au niveau des PSAN français, donc les prestataires qui sont enregistrés en France. Il y en a beaucoup qui n'étaient pas du tout exposés. Donc leurs clients ne l'ont pas été. Et pour ceux qui l'étaient, ils ont extrêmement bien réagi et en partenariat justement avec les autorités de supervision de régulation françaises puisqu'ils sont enregistrés. Donc en fait, tout s'est plutôt
très très bien passé, disons, pour cette industrie. Et on a vu donc très peu finalement d'effets négatifs pour le secteur français. Donc forte médiatisation, panique, menace de krach, mais finalement en France on a plutôt bien résisté, ça reste stable, c'est ce que vous nous dites. Qu'est-ce qu'on peut retenir quand même de cet épisode, de cette tourmente pour les épargnants, mais aussi les politiques à destination des épargnants ? Alors, il y a des règles de base qui valent pour tout investissement, finalement, pas seulement dans l'univers crypto, mais qu'il convient de rappeler. Bien sûr, c'est d'investir sur ce que l'on comprend, donc c'est de faire ses recherches, de diversifier, puisque ce qu'on a vu, c'est des gens qui ont tout perdu parce qu'ils ont alloué absolument tout sur l'UST ou sur le Luna. Donc ça, c'est bien sûr des comportements très risqués. Et c'est de bien sûr investir qu'à la hauteur de ce que l'on est prêt à perdre. Donc disons, ça, c'est une règle qui vaut, voilà, j'allais dire pour tous les investissements. Ouais. Ensuite, si on prend l'univers crypto, et si on n'a pas envie ou pas en capacité de faire, par exemple, ses propres recherches, on a des prestataires vers lesquels on peut se tourner qui sont de confiance pour nous orienter, pour conserver nos actifs, pour faire de l'échange. Et donc, en France, c'est le cas. On a une liste blanche qui est tenue par l'AMF de prestataires qui sont enregistrés. Et c'est ce qu'on a vu sur cet épisode, que ces prestataires avaient été accompagnés par nos autorités qui avaient pu, puisqu'ils étaient identifiés, puisqu'ils étaient encadrés, ils avaient pu les contacter, savoir est-ce que ces prestataires avaient réagi, est-ce qu'ils avaient pris contact avec la clientèle, à quelle mesure ils étaient exposés à ce stablecoin pour pouvoir être aidés en fait en cas de besoin. Cette liste, on peut y accéder, tout le monde peut y accéder ? Bien sûr, c'est une liste qui est publique sur le site de l'autorité des marchés financiers. Et aujourd'hui, vous avez 37 prestataires enregistrés auprès de l'autorité et qui sont donc directement supervisés par elle. D'accord. Autre conseil que vous pouvez nous donner ? Alors, ça fait écho à une proposition que l'on portait durant la campagne des présidentielles, mais il y a certainement un énorme besoin d'éducation financière et en fait à l'apparition de ces nouveaux usages numériques impliquant les cryptoactifs qui sont en train de se créer. Aujourd'hui, les citoyens sont certainement très peu familiarisés avec ces actifs et aussi comment gérer, épargner. Donc, il faut mieux les armer face aux risques que cela présente et donc l'affaire Terra en est une illustration, mais aussi pour qu'ils puissent bénéficier de ces opportunités en connaissance de cause, en connaissant bien sûr tous ces comportements basiques de l'investisseur pour que finalement on profite de ces innovations. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été entendu à travers votre manifeste par les candidats présidentiels et donc par celui qui a finalement été choisi ? Alors, bien sûr, et sur le volet formation et notamment éducation financière et numérique, il y avait des propositions très concrètes dans les programmes de certains candidats. Je pense à Madame Hidalgo. Bien sûr, le président actuel était aussi sensible à ces questions. Donc, on est plus. Est-ce qu'il y a des engagements qui sont pris ? Pas dont on ne peut parler, mais c'est des sujets qui sont pris au sérieux. Et est-ce que l'autre question qu'on se pose, parce que quand on voit cette ambiance de krach, on se dit finalement, on pensait que les crypto-monnaies pouvaient servir de valeur refuge, puisqu'elles étaient à l'abri des monnaies plus régaliennes. Et là, patatras, c'est une certitude qui s'écroule. Donc. Alors, je vais me répéter, mais donc c'est un stablecoin assez particulier qui n'est pas illustratif du reste des stablecoins. Donc, bien sûr, on a eu cette catastrophe dont il faut en tirer le leçon au niveau de la réglementation dans les temps. Parce que là, vous parlez de Terra, mais il y a d'autres cryptos qui se sont effondrés. Il y a les bitcoins qui chutent. Oui, on a quand même le sentiment d'une tendance globale de perte de confiance, en tout cas, des investisseurs vis-à-vis des crypto-monnaies. Alors, on est en contexte de bear market sur les marchés cryptoactifs, mais pas uniquement. C'est vrai que la conjoncture économique touche les marchés crypto comme les marchés financiers. Donc, l'écosystème n'est pas épargné. Ensuite, les fondamentaux sur lesquels repose la dynamique du secteur restent les mêmes, à savoir la croissance de nos acteurs, la structuration autour de l'institutionnalisation et la construction de la réglementation. Donc bien sûr, il y a ce contexte en bourse, disons, mais derrière la dynamique, elle est réelle, pérenne, durable sur cet écosystème. Et vous pensez que la régulation pourrait éviter ce type de phénomène ? Alors la réglementation, elle est attendue pour plusieurs raisons. Bien sûr, pour les objectifs directement qu'elle poursuit, de protection des utilisateurs,
de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Pour les acteurs français, elle est même attendue pour d'autres raisons. On est déjà encadré au niveau domestique et donc on a besoin de cette réglementation pour harmoniser les conditions d'exercice de ces activités en Europe et restaurer une concurrence équitable. Mais ça permettrait d'intervenir comme un secours en fait en cas de panique boursière? Alors, il y aurait bien sûr du coup des dispositifs qui seraient déjà dans la main des entreprises pour pallier à ce genre de problème. Et bien sûr, il y aurait aussi une supervision et un encadrement. Et ce qu'on voit du coup, ce qui s'est passé au niveau français sur cette affaire en particulier, c'est donc que les autorités ont été en mesure de contacter très rapidement et de s'assurer que tout était mis en œuvre vis-à-vis des clients, des prestataires, pour limiter les pertes, pour les informer sur ce qu'il se passait et que tout se déroule au mieux. Donc un modèle français, européen qui fonctionne pour l'instant de ce que j'entends. Merci beaucoup Faustine Fleuret, vous êtes la présidente, directrice générale de l'ADA, dont vous représentez tout ce secteur des crypto-monnaies en France aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis, c'était Smart Tech. On se retrouve évidemment dès demain, on va parler innovation, on va réfléchir encore aussi au futur du numérique. À demain, en attendant je vous souhaite à tous une excellente journée.